Salut la team, bienvenue pour un live One Piece. Donc voilà, on va réagir au chapitre, on va le lire ensemble. On va décortiquer tout simplement toutes les informations, analyser aussi les informations visuelles, étant donné que voilà, on a déjà réagi au spoil et au spoil complet. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos si jamais vous n'avez pas encore regardé, parce qu'on va pas forcément aborder tous les sujets qu'on a déjà abordés. Donc voilà, comme d'habitude en début de live, n'hésitez pas à rejoindre la team les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter pour la team YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, parce que voilà, c'est là-bas où justement on va publier les spoils, les informations autour de One Piece qui sont pas forcément présentes dans le manga. Il y a énormément de choses les gars, donc je vous laisse aller découvrir. Et c'est aussi un lieu où on peut discuter et se réunir. Vous avez le Twitter pour avoir les informations, également des spoils, mais cette fois-ci en direct, en première fraîcheur. N'hésitez pas aussi, si jamais voilà, vous voulez avoir les informations le plus tôt possible. Et évidemment, vous avez Twitch et YouTube, vous avez les souscriptions pour avoir tout simplement des avantages exclusifs. Et écoutez... faites-le que si vous en avez envie et que si vous le pouvez. Et je remercie encore une fois toutes les personnes qui subbent à la chaîne, qui envoient des dons et tout. Ça fait trop plaisir. Merci encore. Et nous, on continue comme ça. Donc voilà les gars pour cette petite intro. J'espère que vous êtes bel et bien prêts pour ce chapitre de très haute envergure. Let's go les gars, j'espère que vous êtes bien prêts. Petite réact au chapitre. On va essayer de découvrir un petit peu tout ce qui se cache derrière les informations qu'Oda nous a données. Et en même temps, on va se concentrer sur l'aspect visuel pour vraiment décrypter toutes les informations de ce chapitre. Ok, donc première page. Donc voilà, c'est bel et bien le chapitre 1142. Les choses qui m'effraient. Voilà, c'est un peu différent, mais c'est la traduction manga moins. Je pense que ce que je crains le plus, c'était plutôt pas mal. En tout cas, c'est ce que j'aimais bien. Mais après, peut-être que le sens de la phrase se rapproche plus des choses qui m'effraient. Parce que les choses que je crains le plus... c'est quand même un mot très fort. Donc voilà, le fameux Raime-ake de Yamato sur Wuzu. Donc voilà, le one-shot, c'est assez marrant. Donc voilà, on a le sabre de Yamato qui a été récupéré du coup. Bon, pas encore, mais bon, ça va se faire dans la prochaine mini-aventure. On est déjà au 28e épisode, donc voilà, normalement très très proche de la fin. Donc il doit rester entre 3 et 10 chapitres, on va dire. On va voir un petit peu où Oda veut nous emmener, mais on arrive au dénouement de cette mini-aventure. Donc c'est le pèlerinage de Yamato, la fille du démon, 28e épisode. Rend les katanas et les filles, Raime-ake. Donc voilà. Tout se passe comme prévu. Hâte de voir un petit peu la relation qu'ils vont nouer entre Pajwan, Ulti et Yamato. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ils vont discuter, étant donné que voilà, la dernière fois qu'ils se sont vus, ils se sont quittés entre guillemets en mauvais termes, ils étaient ennemis. Voilà, je pense que maintenant ils pourront continuer en étant alliés. Ensuite, il y a aussi le fait de voir si Wuzu a réellement été mis KO en un seul coup. Si oui, ça va être fort en information, étant donné que ça voudrait dire que voilà, Yamato est bel et bien plus fort qu'un Tobiropo, mais de très loin. Ça veut dire plus fort que Jinbei, plus fort que Franky. Donc let's go. On est parti les gars. Première page de chapitre. On a donc le petit message de l'éditeur qui dit les enfants sont à l'école. Et à l'école, on voit quoi? On voit une espèce de serpent gigantesque qui attaque l'école. Voilà, c'est trop stylé parce qu'on a vraiment un design complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans One Piece. Et au final, ça s'intègre quand même super bien. Donc voilà, le fait que ce que je vous avais dit par rapport au serpent qui se rapprochait du coup plus des dessins que d'un serpent qui habite à Elbaf, je pense que c'est validé depuis qu'on a les informations visuelles. Donc voilà, les enfants qui disent « Maîtresse à l'aide, maîtresse à l'aide », il y a un serpent géant dans la cour, c'est Jormungandr, le serpent qui annonce la fin. Et du coup, ils disent la fin de quoi? La fin de la semaine, MD. Il va nous manger. Et du coup, ils crient et la maîtresse dit tout le monde à l'intérieur, vite. Donc voilà, tous les enfants qui fuient et qui sont en train de pleurer. C'est assez sympathique. Donc voilà, deuxième page. Donc voilà, école du Morse, salle des profs. On a un problème. Oui, un serpent géant est apparu. Il vient des royaumes des morts. Qu'est-ce qu'il vient faire ici? Donc voilà, là, il y a bel et bien un point d'interrogation. Donc ça montre qu'ils ne savent pas d'où vient le serpent et que le seul endroit où on peut trouver ce type de bête est bel et bien dans le royaume de l'Underworld. Donc voilà, c'est comme ce qu'on avait dit, tout rentre dans l'ordre. Et ce qui est bien aussi dans cette page, c'est qu'on a bel et bien la présentation de 3 professeurs. Donc on a le directeur de l'école du Morse qui est Kiba. On a aussi le professeur de mathématiques qui est Blade et le professeur de langue et la bibliothécaire qui est Ange. Donc voilà, c'est sympathique de voir qu'il y a quand même pas mal de personnages qui sont introduits, malgré le fait qu'on est quand même dans un stade entre guillemets avancé de l'arc. Ensuite, le professeur de mathématiques qui dit « J'espère que tout le monde a réussi à fuir ». Le directeur qui dit « On doit appeler les chefs ». Et Ange qui dit « Pendant ce temps,
les enfants à l'aide. Eijir va se faire manger. Donc voilà, elle a été coupée, elle a pas pu finir sa phrase parce que voilà, il y a un enfant qui va finir par se faire manger. Donc voilà, donc là, on a Kiba du coup qui arrive en courant avec son marteau et qui donne justement un coup de marteau gigantesque au serpent. C'est assez marrant parce que c'est la même technique que Loki. Voilà, je sais pas s'il y a une école de combattants et tout, mais ils ont des techniques qui se ressemblent très fortement. Du coup, le directeur qui dit dégage de là, le serpent du coup qui souffre, qui crie un petit peu. On a aussi Saul qui arrive et qui dit désolé pour le retard, Kiba, éloigne-toi du serpent. Et du coup, voilà, il annonce sa fameuse technique Kimatsu Shiken, point d'extermination démoniaque. La lecture donnée par l'auteur signifie examen final. Donc voilà, ça doit être une des plus grosses attaques de Saul du coup, vu que c'est examen final, peut-être dire que ça doit être une très grosse attaque. En tout cas, c'est une attaque nommée. Ensuite, on a donc les enfants qui sont là en train de pleurer, mais donc voilà, ils vont mieux depuis que leurs professeurs sont venus les sauver tout simplement. Monsieur le directeur. D'ailleurs, il est un peu blessé dans le sens où voilà, il a mal au dos, il dit aïe 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 mon dos, merci Saul, il n'y a pas de quoi, c'était quoi ce truc? Monsieur Saul, c'est les enfants qui sont un petit peu émerveillés de voir leur professeur combattre. Ancien membre de l'équipage des géants, le directeur Kiba. Page suivante, du coup les enfants pleurent et en même temps ils sont contents, en gros ils ont encore des larmes mais ils sont contents. Et le directeur était un guerrier lui aussi. Saul est vraiment super fort. Apparemment, il faisait partie de la marine. Trop cool. Et du coup, on voit Robin et Chopper bel et bien sortir de la barbe à Saul. C'est trop bien fait. Il y a aussi des bêtes de ce genre dans le royaume du soleil. Voilà, Chopper qui dit ce truc est géant. Et du coup, Saul qui enchaîne avec. Il y a bien quelques animaux sauvages. Mais désolé les enfants, je vous ai fait peur. Et du coup, les enfants qui disent tout va bien, merci. Et il y a quelqu'un qui dit « Ah, Monsieur Wolf !» à l'intérieur de l'école. « Quoi, Monsieur Wolf? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et du coup, il a été blessé. Donc, soit potentiellement par un serpent. Wolf qui a été blessé soit par notre bon vieux serpent qui vient de disparaître, ou soit potentiellement par les chevaliers divins qui auraient agi sur l'école. Mais ça m'étonnerait étant donné que voilà, il y a le côté aspect jeu, etc. qui est en train de se mettre en place. Et en plus de ça, on verra plus tard dans le chapitre, qui sont tout simplement pas dans l'école, ils sont un petit peu éloignés en attendant de voir ce qui va se passer. Donc voilà, le professeur de PS qui s'est fait vraiment dégommer. Ensuite, on a tout le monde qui se réunit à l'école, si je me trompe pas. Je pense que c'est Wolf qui dit « Je vais bien, mais qu'en est-il des enfants ?» Du coup, les gens sont choqués, ils disent quoi? Il va et les autres sont partis sans rien dire. Du coup, les professeurs et tout sont choqués, ils disent quoi? Et vous êtes les amis de Luffy, non? Du coup, ça, c'est un des enfants qui dit ça. Et Robin répond « Oui, c'est le cas. Luffy, t'as fait quelque chose ?» C'est marrant parce que là, du coup, on n'avait pas vu cette scène, mais c'est un petit peu un running gag. Parce que Luffy, en gros, je me rappelle, il les a poussés à la balançoire tellement fort que voilà, ils ont été traumatisés. Et là, le gamin, maintenant qu'il a découvert que c'était des amis à Luffy, ils ont décidé de s'enfuir. Ok, donc malgré le fait que voilà, la situation soit un petit peu sordide, on a quand même des petits running gags assez sympathiques. Ok, donc Wolf qui dit « Attends, Sao, ne touche pas les enfants. » Du coup, il se pose des questions. Pourquoi ne pas toucher les enfants? Et je pense que ça, c'est en lien avec le pouvoir de Kirin. Alors, Saul qui dit « Où sont-ils allés? Par là, vers la plage. Qu'est-ce qui leur arrive, professeur? Ils ne nous répondent pas. On dirait qu'ils sont endormis. Ils sont partis en dormant. Oui, c'est bizarre. » Et du coup, là, on voit du coup la fameuse file indienne de tous les enfants qui suivent la flèche de Gunko. Voilà, c'est assez intéressant. Alors, on dirait qu'ils sont somnambules. Eh, vous allez où? Revenez, sonnez le corps. Il faut prévenir tout le pays. C'est un peu abusé de prévenir tout le pays, Kiba. Saoro, il se passe quelque chose d'étrange. Regarde la forêt. Waouh. Ah ouais. Et ça, c'est que le début parce qu'on aura justement le reste dans les prochaines images. Donc voilà, on voit Robin et Chopper qui sont choqués de voir des monstres gigantesques. Donc voilà, ça fait un petit parallèle avec ce qui s'est passé à Egghead, étant donné que voilà, il y avait des monstres gigantesques. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu la norme en ce moment. Les monstres gigantesques ont vraiment la cote dans One Piece. Donc d'autres monstres sont apparus. D'où est-ce qu'ils sortent? Je n'abuse pas, Saul. C'est une vraie urgence. Monsieur le directeur, les enfants s'évanouissent. Quoi? Tenez bon les enfants. Mais pourquoi? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Et du coup, Chopper qui est choqué, et Robin aussi. Et Chopper qui crie, qu'est-ce qui se passe? Pose-moi, Saul. Je vais les examiner. Je compte sur toi, c'est quoi ce bordel? Il faut d'abord arrêter les enfants et les mettre en sécurité. Et du coup, on retourne à la forêt. Ça, c'est ouf. Ça, c'est légendaire. Voilà, on retourne dans l'Underworld, donc Royaume des Morts. Vous êtes naïfs. Vous pensiez vraiment qu'enchaîner ma jambe avec du granit marin suffirait à contenir mon pouvoir. Donc voilà, c'est Loki qui s'adresse à Luffy et les autres. Si vous voulez sauver Elbaf, enlevez la dernière menotte sur le champ. Vous pensiez que je ne pourrais rien faire dans cette situation. Je vais vous montrer le contraire. Et du coup, Ajrudin qui crie Loki. Et là, en fait, on voit vraiment le différentiel de taille qu'il y a entre Ajrudin et Loki. On voit bel et bien que Loki fait 2-3 fois Ajrudin, c'est colossal. Et tout en bas, on a du coup Luffy, Zoro, Sanji qui sont réunis. Et d'ailleurs, ils ont vraiment l'air légendaires. Ils sont vraiment classe de ouf.
Franchement, je kiffe la manière dont ils sont représentés avec la neige, le vent et tout simplement Loki et Ashrutin. Et du coup, on a Luffy qui dit toi, Sanji qui dit c'est qui cet enfoiré et Loki qui reprend avec vous devriez vous dépêcher, si je frappe quelque chose, ça va mal tourner. Ok, c'est beaucoup plus explicite et beaucoup plus logique que ce qu'on avait vu dans les spoils complets. Tout se passe comme prévu. On a donc Loki qui saisit le Ragnir et qui dit je vais tous vous anéantir. Et Ashrutin crie « Arrête Loki !» Et du coup, il décide d'envoyer un coup de marteau en direct sur l'arbre d'Adam, ce qui fait tomber la foudre instantanément et par la même occasion brûler certaines branches, ce qui va déclencher un gigantesque incendie. Donc voilà, on a quand même Zoro qui est choqué mais pas trop. On a Luffy qui est vraiment choqué, on a même la petite tête de Sanji derrière, et on a bel et bien une espèce de latence entre le moment où il tape et le moment où l'éclair tombe, mais ça m'a l'air d'être très court, comparé à ce qu'on pouvait imaginer. Ça m'a l'air d'être très très court. C'est le moment où ça frappe, l'éclair, le temps qu'il arrive, est capté, ça va prendre quelques millisecondes, quelques secondes. Et là, on voit bel et bien dans le dessin, qui est d'ailleurs magnifique, Oda nous régale avec cette qualité, on a vraiment des ombres légendaires, on voit bel et bien que la lumière vient de l'éclair, et du coup ça éclaire l'intérieur, mais aussi crée des ombres derrière l'arbre, ce qui rend la scène magnifique. Et aussi, on a vraiment l'impression d'avoir l'arbre d'Elbaf différent de ce qu'on avait déjà vu. Donc voilà, image magnifique, Oda nous régale. Donc voilà, les flammes se répandent. Au village, ça crie, c'est un éclair. Seigneur Jarl, il y a un incendie dans la partie sud de l'île. Il me semble avoir entendu de corps. Il faut éteindre cet incendie au plus vite. Magnifique. Et du coup, on est de retour à l'école du Morse. Et c'est Ange qui prend la parole. Monsieur Saul, monsieur le directeur, je me souviens de ces monstres. Vraiment, Ange, c'était aujourd'hui. Loki va utiliser un marteau pour détruire le monde. N'importe quoi, celui qui va détruire le monde, c'est Nika. Regardez, et arrête ça, Loki est plus effrayant. Vous avez tout faux. Le plus flippant, c'est Fenrir. Montez pas sur les tables. Donc ça, c'est assez intéressant, parce que là, j'ai l'impression que y a potentiellement encore des foreshadowing, dans le sens où Oda, en ce moment, il met des informations qui pourraient potentiellement se réaliser plus tard. Un petit peu comme à la Usopp quand il ment et que ça se réalise plus tard. Là, en gros, on entend quelqu'un dire c'est Loki qui va détruire le monde, et après on dit non, c'est Nika. Et nous, on sait en tant que lecteur que Luffy, d'un point de vue extérieur, on pourrait croire qu'il va détruire le monde, mais d'un point de vue propre à l'histoire, quand on connaît Luffy, on se rend compte que Luffy va devoir détruire le monde, mais pour la bonne cause. Et là, c'est exactement ce qui a été dit. C'est pas Loki qui va détruire le monde, c'est Nika, parce que voilà, quand Nika vient, il faut absolument faire un renouveau dans le monde et changer d'air tout simplement. Donc voilà, la destruction de Redline, la destruction de l'île des hommes poissons, etc. fait en sorte que ça va se réaliser, et j'ai l'impression que Oda joue énormément avec ça, donc c'est assez sympathique. C'est pour ça que toutes les informations qui sont données peuvent être réelles, et vous connaissez, hein, la vérité sort de la bouche des enfants, et des fois ils la sortent sans le vouloir, sans le savoir. D'ailleurs, Nika est vraiment dessiné bizarrement. D'ailleurs, il est dessiné pas comme les autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de Nika, les gars. Il faut bien comprendre qu'il y en a au moins 3 ou 4, et lui, c'est vraiment le Nika avec les cheveux en l'air, le pagne et le bouclier et l'épée. Alors qu'il y a un Nika qui lui a une lance, et il y a un autre Nika qui sûrement ressemble à Joy Boy, qui devait se battre à main nue, mais ça reste à prouver. Et évidemment, il y a Luffy. C'est pour ça qu'il y en a au moins 3 ou 4 des Nika, donc c'est dur de les identifier, étant donné que voilà, c'est des réincarnations qui réapparaissent tous les siècles, peut-être tous les 800 ans. N'oubliez pas, il y a Roger aussi, qui est la réincarnation de Joy Boy, mais potentiellement pas de Nika. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Ok, on continue, les gars. Et du coup, on voit les enfants qui se disputent et qui disent que voilà, les choses les plus dangereuses, c'est les fantômes, c'est Drogne, c'est les tempêtes, c'est Nidhogg, le Jormungand, ma mère. Comment ça m'a fait? Je suis explosé. Qui a dit ma mère? Masterclass. Lui, il ira loin dans la ville. Et du coup, Ange qui dit, vous avez fini les enfants? Maîtresse, si je continue à penser à tout ça, je vais faire des cauchemars cette nuit. Désolé, il va. Vos personnalités ressortent vraiment dans ces dessins. Vous avez une grande imagination. Donc là, je fais une petite pause pour vous parler d'Ange, parce que ça me paraît bizarre. C'est un exercice à l'école qui, je trouve, est vraiment bizarre. De demander aux enfants de mettre sur le papier leur plus grande peur. On pourrait croire que c'est quelque chose d'anodin, mais quand même, comme Hilda a réagi, le fait de les confronter à leur propre peur pourrait les effrayer grandement. Après, on est quand même sur Elbaf, mais vu que voilà, c'est un Elbaf pacifique, j'ai l'impression que potentiellement Ange pourrait avoir un lien avec les fameux chevaliers divins, parce que je me demande comment ils ont mis la main sur ces dessins, etc., etc. Même si en vrai, ils pourraient venir les chercher rapidement et tout, étant donné leur pouvoir, mais ça voudrait dire qu'ils sont déjà passés dans l'école, ce qui peut confirmer le fait que Wolf a bien été attaqué par un chevalier divin, pas par le serpent. Même si en vrai, peut que se poser des questions pour l'instant, étant donné qu'on n'a aucune information. Donc voilà, Ange qui dit, ce sont les choses que les enfants imaginent quand ils pensent à la peur.
impossible. Donc voilà. Après, c'est vrai que vu qu'Oda a mis simplement une mécanique de traître, on va commencer à accuser tout le monde d'être les traîtres et tout. Mais, personnellement, je me pose beaucoup de questions. On verra plus tard, mais il faut bien qu'il y en ait un. Donc pour moi, je pense pas que Jarl soit réellement un traître, étant donné que voilà, il y a beaucoup de choses qui font penser que le vrai traître était le roi Harald, étant donné le lien que le roi Harald a avec les Tenryubito, la tombe du roi Harald, etc., etc. À moins que le message que les chevaliers divins ont dit au sujet du roi Harald voulait supposer que c'était eux qui l'avaient tué et que Jarl était complice. Cependant, rappelez-vous, dans le flashback de Big Mom, Jarl et Jorl avaient quand même une relation correcte, et en plus de ça, Jarl pourrait vouloir tuer le roi Harald, même si c'est lui qui l'a réellement tué, et pas les chevaliers divins, même si pour moi c'est les chevaliers divins. Et ben, ce serait pour la bonne cause, étant donné qu'il veut potentiellement garder la culture d'Elbaf, la culture de combattant qu'il y a à Elbaf, pour la développer, et c'est peut-être pour ça qu'il s'est embrouillé avec le roi Harald. Ça reste encore à prouver. Et du coup, comme je l'ai dit, pour moi, potentiellement Jarl, même si là j'ai du mal à y croire étant donné son passé, pas tuer Big Mom alors que Big Mom a tué Jorl, donc ça veut dire quand même qu'il a un cœur et il avait vraiment les moyens de le faire. Au moins d'essayer, je sais pas si Big Mom aurait résisté à l'attaque, mais il aurait pu essayer au moins de la tuer. Et au final, il l'a pas fait parce que voilà, ça montre un petit peu qu'il a potentiellement un beau fond. Donc même s'il a tué le roi Harald, ce sera potentiellement pour les bonnes raisons. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais vous m'avez compris. Ensuite, pour Ange, c'est bizarre, mais en même temps, son prénom, le fait qu'elle s'appelle Ange, ça pourrait être légendaire que Oda il décide de changer complètement. C'est-à-dire, elle s'appelle Ange, mais au final, c'est un démon, entre guillemets, parce qu'elle a pactisé avec le diable. Ça pourrait être légendaire. Je trouve que ça pourrait être sympathique. Donc, à voir. Surtout que voilà, les dessins, je sais pas comment ils ont mis la main dessus, etc. Bref, vous m'avez capté. Ça pourrait même être un chevalier divin infiltré. Ça pourrait même être la personne qui a placé le cercle sur Elbaf. Ça pourrait être une genre de personne qu'on envoie, comme le CP9, c'est-à-dire en mission pendant des années pour pouvoir maîtriser certaines choses. Le problème, c'est que c'est une géante, donc elle est bel et bien originaire de là-bas. Donc voilà, ça reste à prouver, c'est peut-être une expérience, etc., etc. On pourrait vraiment tirer le fil très très loin. Mais pour l'instant, ça reste une alliée, juste des petits soupçons sur elle, c'est tout. Donc voilà, double page légendaire de fin de chapitre. On voit tous les monstres. Voilà, il y a une espèce d'ours, il y a une espèce de dragon. D'ailleurs, c'est le même dragon qu'on a vu à Punk Hazard. Donc, ma théorie sur le fait que voilà, il pourrait y avoir des dragons sur Elbaf qui ressembleraient plus aux dragons de Punk Hazard, étant donné que peut-être que c'est là-bas que Vegapunk a trouvé potentiellement des cellules, etc., pour pouvoir créer le dragon qui était à Punk Hazard, commence à se confirmer. Tu vois, là, on a vraiment des preuves. Donc, je suis trop content parce que voilà, ça, c'est une théorie validée légendaire de plusieurs années qui commence à se confirmer parce que voilà, on n'a pas d'autres informations sur ce type de dragon. Donc, voilà, les dragons entre guillemets européens, et au final le seul lien qu'on a c'est Punk Hazard, Vegapunk est déjà venu à Elbaf, et au final on vient sur Elbaf et on retrouve ce dragon. C'est les chevaliers divins qui ont donné vie à un des dessins des enfants d'Elbaf, et au final donc il y a bel et bien un lien entre les dragons, la vision que les enfants d'Elbaf ont envers ce dragon. Donc pour moi clairement je pense que c'est quelque chose qui pourrait expliquer le fait que Vegapunk et ce type de dragon. Foreshadowing de légende, et là on a bel et bien la confirmation. On a aussi Nika, voilà, qui ressemble étrangement au Nika de la fresque. On a la tempête, donc voilà, avec un nuage légendaire, un fantôme, le drone, donc voilà, toutes les peurs des enfants qui sont matérialisées et qui sont tout simplement des monstres à abattre maintenant. Donc voilà, ça a l'air clairement d'être le fruit de Gillingham. Donc voilà, juste avant de terminer avec ça, on va lire et on verra bien ce qu'ils disent. Alors du coup on a Gillingham qui a comme deux têtes. Ça je sais pas ce que ça représente. Donc voilà, je sais pas s'il pense dans sa tête. Parce que là on dirait une personne qui dort. Et Gillingham, c'est peut-être une case qui est décomposée en deux parties différentes, deux choses qui se passent en même temps sur la même image. Mais c'est quand même assez bizarre. Surtout qu'ils ont, on dirait, pas la même forme. Donc on verra, mais pour l'instant on peut rien confirmer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, ça a l'air d'être fait grâce à Gillingham. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on voit les chevaliers divins prendre la parole et féliciter un petit peu Gillingham. Beau travail, Gillingham. Ne vous arrêtez pas là. Tant que les gamins n'ont pas atteint le bateau, vous pensez qu'ils réussiront à les récupérer d'ici là ? Sommers qui dit « L'amour, c'est avant tout se blesser mutuellement. » Et toi, Gunko, c'est quoi ta plus grande peur ? Voilà, ça c'est trop intéressant parce que ça montre un petit peu que lui là, il a trop de liens avec Sanji et en même temps avec Gaban. Le fait qu'ils aiment tous l'amour montre un petit peu que voilà, ça va être l'adversaire de Sanji. C'est comme ça que je le vois pour l'instant. Et du coup, Gunko répond par Nika, comme on l'avait vu dans les spoils. Donc voilà, message de l'éditeur, bouleversement à Elbaf, et manga en pause, la
semaine prochaine. Moi, je pense qu'on a déjà l'ennemi de Sanji, qui pourrait être que Gillingham. Gonko, c'est pas possible parce que voilà, c'est une femme. Gonko pourrait être l'ennemi d'Usopp ou quelqu'un comme ça, hein, et Gillingham pourrait être l'ennemi de Zoro. On voit qu'il a une lance, donc ça pourrait faire l'affaire. Et au fait, je reviens vite fait sur le pouvoir de Kirin. En fonction des mythologies, il peut avoir beaucoup de pouvoirs différents. J'ai fait quelques recherches et au final, en fait, il y a un Kirin dans la mythologie chinoise, si je me trompe pas, qui a le pouvoir de modifier la réalité. Et en fait, c'est dans ça que s'inspire le pouvoir de Gillingham, le fait de pouvoir endormir les enfants et faire en sorte de les déplacer comme il veut, potentiellement parce qu'il est capable de modifier la réalité des enfants. Et pareil pour les monstres, ça explique aussi le fait qu'il peut rendre réel des choses immatérielles, irréelles, parce que justement, là, on a le côté modification de la réalité et il peut donner vie à des choses inanimées. Donc voilà, c'est trop intéressant parce que justement, ça montre à quel point ça, c'est vraiment l'œuvre de Gillingham, tout seul. C'est-à-dire qu'il peut s'occuper des enfants et en même temps créer des monstres de toutes sortes sans que les autres ont à faire quoi que ce soit. Donc ça montre un petit peu la puissance et le fait de pouvoir alterner entre ces différents pouvoirs. Mais en tout cas, il s'en sort très très bien et on peut que admirer ce type de puissance. Donc voilà les gars. Ça, c'était pour la React. On va passer vite fait à l'analyse. Ça va aller très très vite. Donc, on va parler de tout ça. Donc, let's go. Cette fois-ci, on passe à l'analyse. Donc, voilà, on a quand même un chapitre plutôt pas mal, hein, un chapitre de 15 pages. Voilà, beaucoup d'informations, introduction de personnages, le pouvoir de Loki qui a été dévoilé, mais aussi le pouvoir de Kirin qui est capable de modifier un petit peu la réalité, qui permet d'endormir les enfants et de leur faire croire certaines choses, ce qui a permis à Kirin de les guider jusqu'au bateau, et aussi ce qui lui a permis de donner vie à des êtres inanimés, vraiment à des dessins, et même à toutes sortes de choses. Hein. Ça se peut qu'il pourrait donner vie à la fresque, etc., etc. Voilà, il y a beaucoup de potentiel dans ce pouvoir, et en même temps, modifier la réalité pourrait vraiment être un pouvoir de légende. Cependant, Kirin a bel et bien une écharpe blanche, donc voilà, ce qui pourrait tout simplement montrer, d'après les théories, que ça pourrait être une bonne personne. Donc si on garde ça en tête, et cette théorie toujours valide, on pourrait imaginer qu'en fait, il fait ça potentiellement pour le bien. De qui, de quoi, on ne sait pas encore, mais c'est quelque chose qu'il faut évidemment garder sous le coude. Donc voilà, on a aussi l'entrée des combattants, que ce soit Kiba, un ancien pirate des géants, que ce soit Saul, qui après plusieurs années est toujours pas mal en termes de puissance, hein, il se débrouille bien. Et on a aussi le marteau de Thor qui est vraiment légendaire. Donc voilà, Oda a vraiment fait un marteau, tout ce qu'il y a de plus simple, carré, brut, mais en termes de pouvoir, c'est tout sauf simple, étant donné que la foudre a vraiment tapé d'un coup, ce qui est monstrueux, vraiment monstrueux, parce que à chaque coup, mettre un coup d'éclair, c'est vraiment colossal. Et ça, c'est que le pouvoir de son arme. Oubliez pas qu'on n'a même pas encore vu son pouvoir de fruit du démon. Et j'ai l'impression que tous les monstres qui ont été montrés par les enfants, ce que les gens craignent, il doit pas y avoir le fruit du démon de Loki. Je le vois comme ça pour l'instant parce que j'ai l'impression qu'Oda aurait pas forcément donné l'information tout de suite, même si c'est pas impossible. Je pense que le fruit du démon de Loki est potentiellement caché entre guillemets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chances que ce soit Darknika, un dragon ou même, je sais pas, Drogue ou n'importe quoi. Ça, c'est des choses qui sont complètement cohérentes et complètement possibles. Mais j'ai l'impression qu'Oda nous garde encore la surprise et que voilà, ils ont dessiné Loki tel quel pour éviter justement de dessiner le fruit du démon que Loki a. Donc ça, c'est mon avis pour l'instant. Donc je le garde comme ça, mais je suis pas à l'abri d'une erreur étant donné que voilà, on a zéro information, zéro preuve par rapport à tout ça. Donc voilà, les villages qui commencent à s'exciter. Donc voilà, hein, en plus de ça, vu qu'il y a une coordination non voulue entre Loki et les chevaliers divins, bah les gens commencent à paniquer, que ce soit au village ou que ce soit à l'école. Ils se demandent comment ça se fait que tout le monde se décide d'attaquer en même temps. Donc c'est assez marrant, mais en même temps, j'aime bien parce que voilà, on sait pas où on va, on sait pas comment ça va évoluer. Et en plus de ça, je trouve que les chevaliers divins, ils vont mollo, vraiment mollo, tout doucement. Ils veulent juste capturer les enfants, ils envoient des monstres, ils se déplacent même pas eux-mêmes. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent sur pourquoi réellement ils veulent faire ça. Moi, je pense que s'ils prennent les enfants, évidemment, c'est pour les forcer à rejoindre le gouvernement mondial en échange de la vie de leurs enfants. Donc, à voir. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense déjà, premièrement, que Gaban va pas laisser ça passer. Donc là, personne ne peut passer à côté du fait que Loki soit libéré, mais aussi du fait que, tout simplement, sa femme, Agaban, est censée être à l'école. Pareil pour son fils. Donc, je pense sincèrement que plus tard, on pourrait avoir un Gaban qui vient défendre un petit peu l'école, étant donné que, voilà, c'est son territoire, sa famille, etc., etc. Donc voilà. Ensuite, on a fait le tour, pour moi, de toutes les créatures qui pourraient exister plus tard dans l'arc ou plus tard dans l'œuvre, que ce soit les drogues, les serpents, les dragons, etc., etc. Tout ça, c'est des créatures qui ont déjà été montrées soit auparavant ou qui seront montrées plus tard, comme Fenrir, etc., etc., étant donné
donné tout ce qu'on a vu dans l'Underworld, donc on n'est plus à l'abri de quoi que ce soit en termes de monstres ultra puissants. Et je pense sincèrement que l'avenir va être légendaire dans le sens où on va vraiment avoir énormément de combats. Là, il faut bien comprendre que Luffy, Zoro, Sanji est bien parti pour affronter Loki, donc ils vont pas pouvoir venir à l'école tout de suite. Et Gabad va forcément pointer le bout de son nez très prochainement, sûrement pour défendre les enfants ou potentiellement pour aider dans l'incendie du village. À voir. Cependant, il faut savoir que Ripley est avec Franky et qu'elle est potentiellement pas loin de l'incendie. Il faut garder ça en tête parce que elle en a parlé, ça s'est reproduit, donc c'est quelque chose qui pourrait se réaliser tout simplement très prochainement. Ça, c'est quelque chose que je crois dur comme fer. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des informations autour de tous les personnages du chapitre. Voilà, petite mention spéciale pour les petits running gags qui sont en tâche de fond, étant donné que voilà, normalement, on est dans un chapitre plutôt axé sur combat, la mise en place de l'intrigue autour des ennemis, etc., etc., les plans qui commencent à se manigancer. Et au final, on a quand même un petit running gag sympathique. Donc voilà les gars, pareil pour Ange, ce qui pourrait être sympathique, c'est que ce soit la traîtresse entre guillemets, ça pourrait être vraiment drôle, étant donné qu'elle s'appelle Ange, mais je garde ma réserve là-dessus pour l'instant, étant donné que voilà, on est vraiment au début. Il y a Jarl qui est très bien placé. Pour moi, le vrai traître, il est mort, et en fait, c'est le roi Harald. Et Loki, pour moi, c'est un ennemi de fin d'arc, mais qui n'est pas réellement ennemi. Je pense qu'il va changer d'avis, je l'espère en tout cas, à la fin de l'arc. Donc voilà, tous les monstres qu'on a vus sont légendaires et potentiellement pourraient exister ou vont exister. On a vu les nuages, on a vu énormément de choses, donc potentiellement on pourrait voir quelque chose de colossal. Donc voilà, je pense avoir fini en tout cas pour cette analyse. On verra ça de façon plus tard. La semaine prochaine, on aura largement le temps de pouvoir parler de tout ça. Très grosse vidéo qui arrive aussi au sujet de la fresque, mais aussi par rapport à toutes les informations qui ont été données dans le manga, que ce soit le message de Vegapunk, les 3 mondes, les informations de la lune, des peuples lunaires, etc., etc. Je vous ramène une grosse vidéo et on va analyser tout ça en détail. Et il y a vraiment des informations pertinentes, donc soyez prêts. Ensuite, comme d'habitude, en fin de live, fin de vidéo, j'aime bien tout simplement faire une petite auto-promo. Donc les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter, n'hésitez pas à rejoindre la team pour la team YouTube. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord si jamais vous voulez participer avec la commu à discuter, parler, que ce soit pour le gaming, One Piece, etc. Il y a plein de salons dédiés. Et sinon, évidemment, vous avez le YouTube et le Twitch. Il y a les souscriptions YouTube et Twitch si jamais vous voulez participer de manière financière. Faites-le que si vous avez envie, que si vous le pouvez. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent, tout simplement. Pour terminer, il y a le Twitter pour avoir les infos en direct. Donc voilà les gars, n'hésitez pas. Je vous laisse aller regarder un petit peu, mais il y a plein d'infos pertinentes, il y a plein de choses assez sympathiques. Donc n'hésitez pas les gars. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est tout. Donc je vais vous laisser sur ça pour la team YouTube. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, prenez soin de vous et à très vite.